Loïc Penn, Bonjour. merci de nous recevoir. On est à l'hôpital de Creil. Vous sortez de 24 heures de garde. Alors, quelle est la situation aujourd'hui à l'hôpital? Eh bien, elle s'améliore. Il y a déjà une quinzaine de jours, on parlait de stabilisation. Il y a une semaine, on signalait qu'il y avait moins de consultations. Ce n'est pas Creil, hein, c'est partout en France, enfin, sur les zones à forte épidémie, on constatait ça. Ça continue. C'est-à-dire qu'on a vraiment des urgences qui retrouvent un visage normal. Alors, toujours avec une grosse baisse de fréquentation, parce que les gens ont toujours une inquiétude à venir aux urgences de peur d'être contaminés par le Covid. Je suis allé chercher cette nuit un patient avec des problèmes respiratoires très importants. Ça avait commencé à 20 heures, j'y suis allé à 4 heures du matin parce qu'il a attendu. Voilà, la crainte du Covid est toujours forte. Alors, j'en profite pour relancer un petit appel. Les gens qui ont des pathologies chroniques ou aiguës, il faut consulter aux urgences. C'est dangereux le Covid, on est tous d'accord, mais c'est aussi, il y a plein d'autres choses dangereuses, et ce serait quand même dommage de décéder, parce que là, on est parfois à ce niveau-là de danger d'une pathologie aiguë et de pas venir aux urgences. Mais sinon, hormis ce petit appel, on profite, on est quand même sur une phase d'amélioration très très nette. Le confinement fait son effet, les contaminations sont moindres. On a désormais de la place en réanimation, puisqu'il y a quand même une période de forte tension malgré cette formidable mobilisation des hôpitaux publics français, qui ont réussi à multiplier les places de réanimation. Voilà, c'était très tendu. Aujourd'hui, on y arrive. C'est-à-dire qu'il y a pas de problème. Les problèmes qui ont été évoqués de tri, d'euthanasie, de tout ce que j'ai entendu, n'existent pas aujourd'hui, n'ont pas réellement existé. On a eu des décisions difficiles, mais on n'a pas été dans le cas où on laissait aucune chance aux gens qu'on avait. Enfin, ici, je sais que d'autres hôpitaux étaient dans un cas plus difficile. C'est plus la situation. Donc, on a retrouvé un fonctionnement, sinon normal, du moins de crise habituelle. Voilà. Alors, et du point de vue des moyens techniques et des moyens matériels dont vous disposez, est-ce que finalement les masques annoncés sont arrivés? Est-ce que le matériel de protection est arrivé? Comment vous travaillez? Non, ça marche pas. C'est-à-dire que les masques, il y a eu plusieurs livraisons de masques. On a eu des périodes où on craignait la rupture, on ne l'a jamais eu, mais c'est une utilisation qui est pas normale de ces masques. C'est-à-dire que normalement, on devrait avoir des masques qu'on utilise toutes les 3 heures, idéalement qu'on pourrait jeter après avoir vu un patient contaminé, enfin voilà, ou une suspicion, puisqu'on n'a pas les réponses tout de suite. Dans la réalité, on a toujours des masques qui sont distribués au compte-gouttes par l'encadrement des services, qui sont soufflés dans les bureaux. Parce que voilà, on n'est pas riche. Et ce qui nous est arrivé en petite quantité de dépannage, mais on a toujours la même situation de pénurie relative. C'est-à-dire que on est obligé d'utiliser nos moyens de protection avec parcimonie et donc de façon moins efficace. Et puis là, on en est aussi à ne plus avoir avoir des tensions sur les surblouses. Donc, ce qu'on met par-dessus nos tenues quand on a des gens à forte suspicion de Covid. Là, on nous demande désormais de les garder pour les laver. Donc, c'est des blouses à usage unique, ça se lave pas, mais des tests ont été faits, ça passe à 60. Quid de l'efficacité derrière, j'en sais rien. Voilà, je le dis très clairement, je n'ai aucune idée de ça. On nous dit que ça marche. Et puis, on a des hôpitaux, notre centre de référence qui est à Amiens, ça y est, utilise lui aussi des sacs poubelles pour compenser le manque de blouses. Donc, quand même, quoi. Il y a des grandes annonces, puis il y a un principe de réalité. La réalité ne correspond pas aux annonces. Il n'y a pas de problème dans les hôpitaux, on a tout. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y a une formidable mobilisation des hôpitaux, des personnels, des réservistes, des retraités, de tous ceux qui ont pu faire tourner la machine, donner, des moyens de réouvrir les réa. Les anesthésistes ont arrêté, on a différé les opérations. Les anesthésistes ont pu donc passer en réanimation. On a utilisé à peu près tout ce qui était possible pour ne pas tomber dans la catastrophe italienne, par exemple. Voilà. On a l'impression que bravo au personnel, bravo aux gens qui se sont mobilisés, mais la logistique a toujours pas suivi et ne suit toujours pas. Et alors, est-ce que ça pèse sur le moral des soignants? Comment vont les soignants au niveau ambiance, morale, fatigue aussi, parce que ça commence, j'imagine, à peser. Est-ce qu'il y a des soignants qui sont malades, qui ont été contaminés du coup?
Oui, le taux de contamination chez les soignants, je n'ai pas de chiffre exact, mais il est fort. Il suffit de regarder dans nos services, c'est bien supérieur à ce qu'on a dans la population générale, mais c'est normal, l'exposition est forte. Euh, Forcément, on peut pas. Enfin, quand il y a eu ces pics d'arrivée Covid, c'est quasiment impossible d'avoir des mesures de sécurité optimum et de voir tous les patients en même temps. Se déshabiller à chaque patient, nettoyer tout, enfin, on n'aurait pas vu les gens. Donc, on a fait tout ce qui était le plus sécure, tout en étant obligé d'accomplir des missions qui étaient supérieures à ce qu'on a d'habitude. Bah forcément, il y a plein de soignants qui ont eu des accidents de protection d'une façon ou d'une autre et qui se sont contaminés. Donc, on a dans les équipes beaucoup de gens qui ont été contaminés. Alors, pour l'instant, on n'a pas eu de forme grave de façon très importante. Au moins un médecin sur l'hôpital, ça qui a eu une forme extrêmement sérieuse, qui était en réanimation. Voilà. Pour le reste, ça a été des hospitalisations. Il n'y a pas eu que des formes bénignes, mais il n'y a pas eu de drame pour l'instant dans la communauté soignante de notre hôpital. Mais est-ce qu'on peut dire que le manque de matériel de protection, que ce soit les masques ou les blouses, la difficulté avec laquelle vous devez gérer la pénurie, a contribué à ce qu'il y ait plus de soignants qui, du coup, tombent malades? Bah, oui, forcément. Forcément, c'est plus simple. Si on a des masques à disposition, je rentre dans une chambre, je mets un masque, je sors, je le jette, et je touche pas mon masque avec les mains parce que bah, forcément, ces trucs-là quand même. Hein, enfin, les gens qui portent des FFP2 longtemps se rendent compte, ça blesse. C'est difficile de maintenir une respiration sous ce truc. Hein, ça demande un effort respiratoire supplémentaire. Bah, ça passe pendant quelques heures. Enfin, toute une journée, c'est pénible. On finit par toucher le masque pour retirer parce qu'on a mal au nez. On finit par écarter un peu parce que ça gratte. Enfin, voilà. Si on avait des masques de façon libre, comme ça, ce qu'on fait en temps normal, quand on n'a pas de Covid, si je mets un masque, parce qu'on les met aussi dans d'autres situations, hein, un patient qui a une tuberculose, on va le voir avec un masque. Bah, évidemment, quand je sors de la chambre de ce patient tuberculeux habituellement, j'enlève le masque, je le jette, j'enlève mes gants, je les jette, voilà, c'est clean. Je me nettoie et on n'en parle plus. Et j'ai pas le risque de retoucher. Là, évidemment, comme on garde ces masques très longtemps parce qu'on n'en a pas, les accidents de protection sont plus fréquents. D'accord. Alors, vous dites, je le rappelle parce qu'au fur et à mesure, il y a de plus en plus de personnes qui nous rejoignent sur ce live et on les salue. D'ailleurs, n'hésitez pas à poser vos questions, à partager ce live aussi. Vous dites donc en début de live que la situation sanitaire s'améliore, en tout cas en réa. Ça continue à s'améliorer, c'est-à-dire qu'il y a moins de cas partout, hein, partout, ça continue à s'améliorer. Il y a moins de cas grâce au confinement. Donc, est-ce à dire que, évidemment, il faut continuer absolument le confinement pour maintenir une situation un peu meilleure? Bah, pour l'instant, oui. Mais on ne va pas rester confiné ad vitam aeternam. Il est évident que ça ne peut pas être une vie. Donc, il va falloir prévoir la sortie du confinement. On en parlera, puisque ça a été évoqué par le président de la République. Pour sortir du confinement, en fait, déjà, c'est pourquoi on est confiné. On est confiné de façon totale, sans discriminer, parce qu'on n'est pas capable de savoir qui est malade. Tout simplement, on n'a pas suffisamment de tests PCR. Alors ça monte en puissance, mais on disait au dernier live, on est encore très très loin de ce qu'il faudrait avoir. Hein. Des pays ont mis en place des politiques de tests massifs. La Corée, l'Allemagne sont les exemples, avec des résultats évidents. Ils ont une mortalité qui est moins importante et ils jugulent leur épidémie. Donc, il faut tester les patients qui sont porteurs du virus, ça c'est le test PCR, et il faut avoir des tests sérologiques pour voir qui est immunisé, pour savoir qui on peut laisser sortir. Et tous ceux qui sont porteurs du virus doivent être réisolés. Voilà, c'est comme ça qu'on va maîtriser l'épidémie. L'épidémie de maladies infectieuses, il faut diagnostiquer, et quand on a diagnostiqué, isoler et traiter. Voilà, il n'y a pas d'autre méthode. Donc, là, on doit préparer cette sortie avec une politique de tests massifs de la population, des 2 tests, et puis une politique massive de protection. C'est-à-dire que quand on va laisser sortir les gens, on va forcément rater des gens qui auront le virus, mais qui auront un faux négatif sur le test, parce que ces tests ne sont pas parfaits. Donc, il faudra qu'on soit masqué.
alors pas avec des FFP2, avec des masques chirurgicaux, pour qu'on ne se contamine pas les uns les autres. Alors, venons-en aux annonces d'Emmanuel Macron, donc lundi soir. Une première question de Laurence, d'ailleurs, qui demande « Que pensez-vous du retour à l'école annoncé pour le 11 mai ?» Alors, là encore, je suis censé être poli, mais je pense que c'est complètement con. Voilà. Je vais être très clair. Tel que c'est proposé, les enfants sont porteurs du virus. Ils font peu de formes graves, voire pas de formes graves. C'est l'exception. On a eu des cas, évidemment, des cas dramatiques, mais ça reste l'exception. Mais ils sont contaminés. Ils sont contaminés, donc ils sont contaminants. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut imaginer, alors qu'on n'a pas les tests, pas les masques, que c'est toujours des situations de pénurie dans les hôpitaux, qu'on a réussi par cette formidable mobilisation à ne pas avoir ce choc qu'on craignait de débordement des services de santé, qu'on remette là une potentielle contamination massive en route en France, parce que c'est pas autre chose qu'on fait. Pour l'instant, il n'y a pas de logique qui a été dépeinte. Voilà, le chef de l'État nous dit on va tester les patients symptomatiques. Alors, il peut dire qu'on est en manque de tests. Déjà, ça sera la première chose. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'il faut regarder la réalité en face. On n'est pas dans un truc virtuel. On n'a pas encore assez de tests. Pourquoi ? Parce que on n'a pas mobilisé notre industrie, on a délocalisé pendant des années, on n'a pas relocalisé. Et je disais, aujourd'hui, l'industrie essentielle au pays, ça devrait être l'effort sanitaire et donc mettre les sociétés pharmaceutiques, de chimie, au travail pour produire ces tests et leur donner une injonction à faire, y compris réquisitionner si besoin. Ça n'a pas été fait, on est toujours dans l'attente que le marché nous règle le problème, même si après il y a des choses qui se font, heureusement. Je citais la dernière fois le cas d'une entreprise alsacienne qui produit des tests sérologiques, mais c'est pas au niveau. Donc là, on les a pas. Et donc, il nous propose, comme on est en pénurie de tests, même s'il ne prononce jamais cette idée, qu'on va tester les patients malades. Non, à la limite, il faudrait justement tester les patients pas malades, parce que les malades, c'est pas compliqué, ils sont malades, on dit qu'ils ont le Covid et on les met en confinement. Par contre, le problème, c'est tous les asymptomatiques. Ceux-là, on les voit pas, et c'est bien le problème de ce virus, c'est que il y a un nombre de formes très importantes asymptomatiques, et donc comment on peut imaginer qu'on ne teste pas les gens pour les remettre, alors qu'on sait qu'il y en a plein qui vont porter le virus. On va relancer la contamination. Et les gestes barrières vont limiter les choses. Les masques, si on les a, limiteront les choses. Mais j'ai eu 3 enfants. Bon courage pour faire appliquer des mesures barrières. En crèche, à la limite, c'est plus facile. On les sépare vraiment. En maternelle, je commence à rigoler doucement. Ils sont toujours en train de s'embrasser. En primaire, sur les petites classes, ça va être compliqué. Un peu plus simple sur les classes supérieures. Alors au collège, c'est encore pire. Parce qu'au collège, ils sont immortels, les enfants. Il n'y a pas de problème. On commencera à retrouver des logiques de mesures barrières au lycée. Mais bon, on se prépare quand même une série de clusters là, dans toutes les écoles. Et puis, très sincèrement, je serais prof, je me poserais des questions. J'irais pas comme ça reprendre les cours avec des enfants potentiellement porteurs et certes asymptomatiques, mais qui vont me contaminer. Les profs, il y en a plein qui sont pas loin de la retraite, qui ont des problèmes de santé, qui ont de l'hypertension, qui ont du diabète, qui ont toutes les problématiques qui nous ont poussé à confiner particulièrement ces populations. Donc, et puis on n'est pas à l'abri de personnes qui n'ont pas de grands problèmes de santé, qui font des formes graves. On l'a vu en réanimation, c'est une des caractéristiques qu'on a notées, qu'on n'attendait pas au début. Voilà. Alors certes, il y aura pas de personnes très âgées qui font cours, normalement, mais c'est pas pour ça que les profs sont à l'abri. Et puis les profs, ils ont des familles, et on va relancer des contaminations potentielles. Donc je pense que oui, il va falloir déconfiner. L'école, pour l'instant, ça me paraît quand même. Enfin voilà, sur le plan sanitaire d'ailleurs, c'est pas là non plus une opinion personnelle. Le Conseil de l'ordre des médecins et l'INSERM disent la même chose. Faut surtout pas remettre les enfants à l'école, on va relancer les contaminations. On attend l'Académie de médecine et s'ils disent la même chose, on aura la totalité des organisations médicales qui disent que c'est hallucinant. Alors, je sais pas auprès de qui a pris conseil le président Macron, mais visiblement pas des médecins. Donc voilà. Et pourquoi ils font ça ? Après, il faut être clair. Moi, j'ai entendu, alors j'ai écouté la question de la sénatrice Céline Brulin au Sénat à Blanquer, enfin ministre de l'Éducation nationale, qui répond pas d'ailleurs, mais qui lui pose des questions sur comment on va faire, quel est le but. Et
la réponse en gros de Blanquer, puisqu'il fait une réponse politique, il ne donne pas sur la méthode. Ça, c'est dans 15 jours, on aura un plan. Enfin, je pense qu'il faudrait avoir un plan avant d'annoncer les dates. Ce serait quand même bien de ne pas tout faire à l'envers. Mais bon, voilà. Si on faisait comme ça, nous, il y aurait des catastrophes à l'hôpital. Hein. Mais bon, ce qui dit en fait, c'est pour un problème social. Il y a beaucoup d'enfants qui sont en échec scolaire. Alors bon, pour m'être battu localement avec mon syndicat et des associations de parents d'élèves, et j'ai été membre d'une association de parents d'élèves, la FCPE, pour ne pas la citer, on s'est battu contre les fermetures de classe sur le terrain. On s'est battu pour des renforcements éducatifs dans les zones d'éducation prioritaire. Voilà, c'est des luttes depuis des années et ça n'a pas changé avec ce gouvernement. Et c'est ça qu'il faut faire, c'est arrêter de fermer des classes, arrêter de baisser les moyens de l'éducation nationale pour lutter contre ces problèmes sociaux, cette inégalité à l'éducation. Là, ils n'ont pas fait ça toute l'année et là, tout à coup, ils se soucient d'égalité pour remettre les enfants à l'école. Moi, mon sentiment, il est très clair. Je le partage avec beaucoup et on en discutait parce qu'on en discute entre collègues. On a tous un peu ce sentiment. Il faut remettre les parents au boulot surtout. Hein, voilà, et donc il faut garder les enfants. On les remet à l'école. Moi, je suis quand même effrayé de voir que peu de temps avant, le Medef et le Geoffroy Roux Béziers, son président, disent il faut recommencer, il faut relancer l'économie, et que immédiatement le gouvernement déjà se fait le relais de ses propos et sorte peu de temps après la réouverture des écoles. Alors, un traité de cynique, mais quand même, on n'est pas des lapins de 3 jours. Quoi. À un moment donné, je vois pas d'explication autre à cette volonté de remettre les enfants à l'école avec de tels risques. Alors, plusieurs questions sur les traitements. Donc, Alice qui demande pourquoi ne pas prendre le médicament du docteur Raoult, et Ghislaine qui dit qu'en est-il des traitements, docteur, plus généralement? Pourquoi ne pas prendre le traitement du docteur Raoult? Déjà, je disais, notre attitude majoritaire chez les médecins a été d'en donner. D'en donner pas parce que c'était efficace, ça on ne le sait pas, mais d'en donner parce qu'il y avait une chance que ce soit efficace puisque ça a un effet virologique, ça baisse la charge virale. Ce qui ne nous dit pas si ça diminue les contaminations, ça ne nous le dit pas. Voilà, on n'a pas le résultat clinique, on a juste une étude virologique. Et ça ne nous dit pas si ça ralentit la maladie ou si ça la soigne. Mais comme on n'avait rien qui avait un effet, que c'est un médicament qu'on connaît depuis longtemps, avec des risques qui existent, ils sont réels. Certains hôpitaux ont d'ailleurs décidé d'arrêter, hôpitaux étrangers surtout, d'arrêter ces traitements parce qu'ils avaient beaucoup d'effets secondaires pour pas d'efficacité. Donc, nous, on a eu l'attitude de dire, bon, on le donne, mais avec une série de sécurité, un ECG, des contrôles, une surveillance hospitalière. Voilà comment ça a été fait dans la majorité des hôpitaux. Mais pour autant, je leur dis, on ne sait pas s'il est efficace ce traitement. Il y a pas de retour là-dessus. On a une étude observationnelle qui s'est faite à Marseille. Ils ont traité 1 millier de patients environ. Ils ont 91% des patients qui vont bien. Mais je disais déjà la dernière fois, un de mes confrères qui était sur le circuit Covid de Creil a vu à peu près 600 patients. Sur ces 600 patients, 90% sont guéris. On fait une forme asymptomatique ou bénigne du Covid, et ils n'ont pas eu d'hydroxychloroquine. Donc, on est sur des chiffres très comparables, et je rajoutais que à Marseille, en plus, ils ont une politique qui était là à mon avis, c'est la politique qu'il faut avoir, c'était la politique de tests massifs. C'est ça qui m'intéressait le plus. Cette volonté de tester massivement les gens fait qu'on a testé aussi beaucoup plus de formes bénignes asymptomatiques, puisque nous, au début, ce qu'on nous demandait, c'était ne tester que les gens malades pour confirmer que c'est un Covid, puisqu'on était au début de cette épidémie et qu'on voulait voir quelle forme clinique ça avait, et qu'on n'avait pas beaucoup de tests. Donc on réservait nos tests aux formes symptomatiques et fortement symptomatiques. Donc évidemment, le recrutement de Marseille est différent du nôtre. Nous, on testait et donc on raisonnait sur les formes les plus sévères, alors que Marseille raisonnait sur l'intégralité des formes de Covid, les sévères et les bénignes. Donc, ils devraient avoir des chiffres manifestement très très hauts de guérison. Or, ça semble être comparable. Alors, quand j'ai dit ça, j'ai pas dit non plus que l'hydroxychloroquine était inefficace. Je dis juste qu'on n'en sait rien. Tant qu'on n'aura pas une étude scientifique sur laquelle on peut s'appuyer, alors ce qui nous a pas, parce que les gens disent oui, mais c'est pas bien, vous le donnez pas. Si, ça nous a pas empêché de le donner en disant on perd pas de chance.
Et sauf qu'à un moment donné, il faut savoir quand même ce qu'on fait, et il faut bien qu'on valide ce qu'on fait, qu'on ait la preuve de ce qu'on fait. On est quand même un pays où on a récemment un scandale qui a été celui du Mediator. Enfin, faut quand même, c'est pas des tic-tac les médicaments. Voilà, ça a des effets secondaires et ça peut être dangereux. Et puis on nous dit, oui, mais celui-là il est connu, d'accord. On l'a donné pour le chikungunya, ce médicament, l'hydroxychloroquine. Le résultat était qu'on a aggravé les patients. Parce qu'il y avait un effet pareil sur le virus, il y avait un effet virologique, mais l'effet clinique n'a pas du tout été celui qu'on attendait, et ce médicament a été arrêté. Qui nous dit? Parce qu'à un moment donné, voilà, des décisions qu'on prend, elles doivent être bien réfléchies, y compris sur le long terme, pour le rapport bénéfice-risque des patients. Enfin, qui nous dit que ce médicament n'a pas la capacité à laisser le virus latent dans l'organisme? C'est une connerie, hein. C'est juste pour qu'on comprenne. En fait, c'est un virus nouveau, donc on ne sait pas comment les médicaments vont réagir avec. Et il faut bien qu'à un moment donné, on soit capable de sortir une étude comparative qui nous dise vous avez raison, vous avez tort, parce que sinon on joue aux apprentis sorciers quand même. Alors, il y a des questions également sur la deuxième vague possible. Donc, c'est pointé par plusieurs commentaires. Qu'en pensez-vous? La deuxième vague, elle est probable. Si on fait un déconfinement non maîtrisé, c'est-à-dire non testé à l'aveugle, ce qui pour l'instant semble être le cas. Et moi, je suis extrêmement inquiet parce que j'étais un peu très énervé devant ma télé. J'ai regardé le président Macron. On a passé du temps quand même à essayer de juguler cette crise. Alors tout le monde l'a fait en restant confiné dans les hôpitaux. On l'a fait en se mobilisant et avec un tribut, je le disais, particulièrement lourd, payé par les soignants. On n'a pas envie d'avoir fait ça pour rien quand même. Là où on a des acquis, on aimerait bien les conserver. C'est-à-dire désormais, on est quand même sur plusieurs mois maintenant. Donc c'est pas possible de continuer de dire il n'y a pas de test, il n'y a pas de... Non, il faut faire. Nous on a fait. Il faut qu'aussi l'État fasse sa part et assume son rôle d'État stratège pour faire les choses. Ça peut pas être on regarde des trains passer. Et donc là, il faut qu'on fasse un déconfinement maîtrisé, sinon on aura une deuxième vague. De toute façon, il y aura des recontaminations plus importantes quand on déconfinera. Tout le jeu consiste à dire il faut que ce soit le moins possible, c'est pour ça qu'il faut maîtriser, qu'on ne puisse pas avoir de nouveau un pic qui submerge les services de santé, parce que là ça fait des morts, si on peut plus prendre les gens en réanimation, là on retombe dans toutes les problématiques de choix éthiques et de gens sacrifiés, donc il faut pas ça. Il faut que très peu de contamination, c'est ça, donc on maîtrise bien les choses, et puis qu'on laisse alors ce virus soit il est saisonnier et tout s'arrête et tout ce que je dis ne servira à rien puisque ça va s'arrêter mi-mai. Voilà, ça c'est pourquoi pas. Mais ça, on est dans l'hypothèse totale. On n'en sait rien du tout. C'est un virus nouveau. Il a commencé en décembre. On n'a jamais fait de printemps avec ce virus. S'il s'arrête, on est tous très heureux. On pourra prendre un peu de vacances, mais parier là-dessus, quand même quoi. C'est vraiment très très dosé. Moi j'ai entendu l'épidémie à Marseille s'arrêterait. On ne sait pas. Enfin là vraiment on ne sait pas. Si les gens qui annoncent la fin de l'épidémie parient sur le virus saisonnier et qu'ils ont raison, tant mieux pour eux. Mais je veux dire, faut pas jouer au Nostradamus. En fait, on n'en sait rien du tout. Faut être sérieux, quoi. On peut pas raconter n'importe quoi. On a diminué cette épidémie parce qu'on a fait du confinement et une méthode que je regrette parce que c'est pas. Si on avait eu les moyens de faire autrement et de confiner sélectivement, c'est ça qu'il fallait faire. On n'en avait pas les moyens, donc on a eu cette méthode. Mais on n'est pas sur une épidémie qui s'arrêterait pour des raisons saisonnières de façon sûre. Probablement pas d'ailleurs. On a vu qu'il y avait d'autres pays où l'épidémie recommençait. Donc là, on est sur... On ne sait pas si le virus va s'arrêter. S'il ne s'arrête pas, ce qui reste le plus probable, il va persister encore tout un temps dans la population et refaire des contaminations comme ça sporadiques où il faudra isoler les cas contacts. Et c'est pour ça qu'il faut tester, parce que sinon on va relancer les choses, il faudra tout de suite intervenir, des gens mis en quarantaine, des contacts testés, enfin voilà, il faudra faire les choses comme on aurait dû les faire dès le départ si on en avait eu les moyens, et puis faire durer ça jusqu'à la sortie d'un vaccin, parce que c'est ça qui va permettre d'immuniser la population. Et pour l'instant, on n'a pas de date sur ce vaccin. Mais on parle de 1 an, voire 2 ans avant la sortie, la commercialisation d'un vaccin? Ouais, mais moi je suis comme Saint Thomas, je crois ce que je vois, et puis 1 an ou 2 ans, c'est pas du tout pareil. Donc si c'est 1 an, ouais super.
Si c'est 2 ans, ça commence à faire loin. Donc voilà, pour l'instant, je vais pas vous annoncer des trucs, alors j'en sais rien. Alors, on a un commentaire de Jean-Nicolas qui nous dit « Je suis en Malaisie, température 35 degrés, virus actif ». Ouais, mais c'est pas ça. Le problème, c'est que les virus saisonniers, c'est pas la température. On sait pas bien pourquoi. On le constate. C'est vraiment les virus, c'est un fonctionnement d'un écosystème assez complexe de température, d'habitude des gens aussi selon les saisons. On n'a pas de réponse à ça. C'est pas cette question-là. Il est possible, vous savez, on a eu le H1N1 qui avait une saisonnalité inversée, par exemple, mais une saisonnalité quand même. C'est pas automatiquement la chaleur. Voilà. J'ai pas les réponses à ça, mais je pense que personne ne les a complètement. On constate, c'est tout. Alors, on nous demande également un éclaircissement sur ce qu'on appelle les faux négatifs. Est-ce que vous pouvez... ou les faux positifs? C'est pas la même chose. Alors justement, est-ce que vous pouvez éclaircir un peu ce vocabulaire? On a pas beaucoup de faux positifs. Voilà, on n'a pas de faux positifs, on a des faux négatifs. En fait, le test PCR qu'on fait, c'est qu'on va aller prélever dans le nez des gens, dans la trachée, s'ils sont en réanimation, quelques sécrétions qu'on va récupérer sur un écouvillon, on va envoyer ça au laboratoire, on va le mettre, après on va tester ce qu'on a récupéré pour récupérer le virus. En fait, on le capture par des récepteurs, et puis après on va amplifier ce virus. C'est ça le principe de la PCR, pour voir s'il est présent. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. Et donc, ce test, si le virus est présent, ça amplifie, on le retrouve, donc il est positif. Pas vraiment de faux positif. Par contre, selon le prélèvement, on peut ou pas récupérer du virus dans les sécrétions qu'on prélève, selon la qualité du prélèvement, est-ce qu'on l'a fait assez loin, et selon le stade où est la maladie, parce qu'il y a du virus en quantité importante ou pas, il faut qu'on n'en chope pas. Donc, du coup, on a des tests qui sont des faux négatifs, c'est-à-dire que les gens ont le virus, mais pour nous, quand on a le résultat, ça nous rend négatif. Sauf qu'on a un scanner qui nous dit c'est positif, parce que les images scanographiques sont extrêmement typiques de ce virus, et du coup, on peut quasiment faire le diagnostic sur le scanner sans test. C'est aussi ce qui nous a permis de comparer sur le fait que on avait des gens qui étaient objectivement qui avaient la maladie, et pourtant notre test revenait négatif, et on a du mal à évaluer la quantité de faux négatifs. On a parlé de 30%, ce qui est énorme. C'est sûrement un peu moins désormais que les tests, les méthodes de prélèvement sont plus routinières et que les gens ont plus l'habitude de les faire. Alors, il y a une petite polémique là en ce moment dans les commentaires, puisque Sylvain dit moi, un médecin avec la carte CGT, j'aurais pas confiance, et donc bien sûr beaucoup de monde lui répond. Est-ce que ça vous inspire? On parle de grande chose. Ce sont déjà deux choses différentes. J'ai fait des études de médecine. Elles ne m'ont ni été payées ni validées par la CGT, ça aurait été pratique en même temps ça. Et puis de l'autre côté, j'ai un engagement syndical et politique, parce que je pense que la médecine, c'est non seulement de la technique, c'est des connaissances scientifiques, c'est aussi des sciences humaines, parce que voilà, il y a une grande part de relations dans la médecine, et puis ça peut pas être isolé du reste de la société. Ça peut pas, parce que on voit comment est-ce que on pourrait ne pas regarder ce qui se passe sur la politique logistique qui nous a été appliquée, sur les tests, et pour quelles raisons. Si à un moment donné les médecins et la majorité de mes confrères ne sont pas à la CGT, j'en serais très content, ce n'est pas le cas. Mais si les médecins restent dans leur précaré, pensant qu'ils, médecins ou les infirmières d'ailleurs, aussi tous les soignants, pensant qu'ils sont indépendants du reste de la société, je pense qu'on va vers des catastrophes. Et je pense qu'il faut que de plus en plus, je parle pour la santé, moi, je suis à la CGT santé, mais je pense la même chose pour tous les métiers. C'est-à-dire que on ne peut pas penser qu'une entreprise, quelle qu'elle soit, est isolée de l'ensemble de la société, et qu'il ne faut pas non seulement se battre pour ses droits et les droits des patients, pour ses droits dans les sociétés, pour
pour nos droits et la qualité de nos soins dans les hôpitaux, mais même au-delà, regarder comment on est considéré, quelle place on a dans la société, parce que ne pas le faire, ne pas l'avoir fait pendant des années, on se retrouve quand même dans une situation où les soignants ne se sont pas exprimés, se sont débrouillés comme ils pouvaient, et pendant ce temps-là, l'hôpital public a souffert de cures d'austérité terribles qui nous mettent dans cette situation où, même avec cet élan fabuleux que je décrivais des professionnels de santé dans leur diversité, et puis la solidarité qui s'est exercée autour, on a quand même été dans une situation compliquée pour prendre en charge cette épidémie parce que, voilà, il y a eu 1 an de manifestation parce qu'on n'arrivait plus à travailler, parce que les urgences étaient en crise depuis 1 an. Et si on ne s'était pas mêlé de ça, ça aurait été encore pire, parce qu'on a freiné des casses hospitalières, on a empêché que certains services ferment, on s'est battu pour des réouvertures. Tout ça, voilà. Moi, je pense que mon rôle, il est non seulement de soigner mon patient que je vois là, ça c'est mon rôle complet de médecin, mais y compris de raisonner sur ma responsabilité, sur l'ensemble de mon bassin de population, parce que voilà, on peut aussi penser que il y a tous les gens qui dépendent d'un hôpital comme le nôtre, et après, je me permets de penser que c'est aussi penser la santé non seulement de mon pays, mais de raisonner sur la santé internationale, parce que quand je vois aujourd'hui un gangster comme Trump qui se permet de mettre un couteau sous la gorge à l'OMS en les finançant pas, en expliquant qu'ils ont mal géré la crise, c'est un coup de poignard terrible à cette organisation multilatérale qui est pas parfaite, je ne dis pas ça, mais c'est déterminant qu'on ait une organisation comme celle-là. Et puis, c'est cette logique aussi de camoufler ses propres insuffisances en s'adressant à cet organisme qui a fait comme il a pu, avec les moyens qu'il avait, pour essayer de lancer des alertes. Et on remarque quand même que lui, il avait lancé les alertes très tôt. Alors, on parle de l'OMS. Ouais, bien sûr. Alors Roselyne nous dit ne répondez plus aux provocations, ça fait perdre du temps. Moi, je trouve au contraire, c'est intéressant de pouvoir aborder justement le fait syndical à l'hôpital et toutes les luttes qui ont eu lieu ces derniers mois pour demander des moyens. Et on se rend compte à quel point ces luttes avaient raison de dire l'hôpital est dévasté. Après, c'est une provocation qui fait sourire, quoi, parce que c'est un petit peu, alors je sais pas si c'est provoque, si c'est ironique, mais c'est un peu con. Dans ce cas-là, il faudrait demander la carte syndicale ou politique à tous les médecins parce que voilà, les médecins sont aussi des citoyens, et heureusement d'ailleurs, ce serait quand même dommage, et puis ce serait une perte de sens de ce qu'on fait qui serait terrible. Donc après, non, moi je revendique, je suis très engagé sur le plan syndical, j'en suis plutôt fier, et je revendique cette appartenance à la CGT. Je fais partie des gens qui sont finalement, normalement, dans ce qu'on avait appelé autrefois la classe ouvrière. Alors évidemment, un médecin dans la classe ouvrière, ça fait bizarre, mais je vends ma force de travail. C'est pas autre chose, j'ai pas de moyens de production, c'est ça la définition. Donc il est normal que je me retrouve dans ce syndicat qui rassemble tous les gens qui vendent leur force de travail et qui se défendent collectivement. Et puis pour clore ce chapitre, un commentaire notait également que la CGT a été à la création, à la mise en place de la sécurité sociale en France, a joué un rôle énorme dans le système de santé français. Alors, rien que ça, la CGT. Rien que ça. Pour conclure peut-être, puisque on va vous laisser aller vous reposer après ces 24 heures de garde, et puis là on est à plus d'une demi-heure de live. Merci beaucoup pour toutes les explications que vous nous avez fournies, très claires, très détaillées sur la pandémie. Peut-être une dernière question donc sur les conseils que vous donnez à tous ceux qui nous écoutent pour les jours, les semaines qui viennent. Continuer les gestes barrières, continuer à se protéger. De toute façon, oui, on est dans un moment où on peut dire qu'on a le sentiment, alors je prends toujours des pincettes quand je dis ça parce que on a tellement été surpris par ce virus, on a le sentiment que ça se maîtrise. Simplement, ça se maîtrise parce que on est sur une distanciation physique. Si on lâche l'attention là-dessus, ça recommencera à vitesse grand V. Rappelez-vous quand même que ça a commencé par un cas dans l'Oise. Ici, à Creil, ça a commencé comme ça, un cas. Et voilà. Alors après, il y a eu évidemment des choses plus complexes, puisqu'on a eu le pire, ça a été quand même cette histoire en Alsace avec le rassemblement évangélique, parce que là, c'est une contamination qui est partie très rapidement de centaines de personnes. C'est ça d'ailleurs qui a fait la multiplication des cas et qui a débordé les services anti-alsaciens. Mais nous, d'un cas, je lisais que notre mortalité
par rapport à des mois comparables de 2019 est en augmentation de 40% dans l'Oise. C'est pas la Seine-Saint-Denis qui est 63%, mais quand même 40%. De ce petit cas de départ là, on a quand même fait une vraie catastrophe. Hein. Donc, je pense que ça fait mesurer ce qui peut se passer si on baisse la garde et que tout à coup on laisse repartir les choses, on se déconfine de fait sans être testé, sans savoir qui est encore contagieux et peut affecter toute une série de personnes de son entourage. Donc oui, il faut continuer à ne pas se serrer la main, à se laver les mains régulièrement, à porter des masques de protection pour les soignants et les personnels des EHPAD, des personnels aussi de la grande distribution. Je pense que c'est des masques comme ça qu'il leur faut. Bon, pour l'instant, on est loin, parce que voilà, on les a pas vraiment. Et puis des masques chirurgicaux dès que c'est possible pour tout le monde, dès que c'est possible. Parce que c'est vrai que mettre des masques chirurgicaux aux uns et pas aux autres, ça n'a pas grand sens. Ben, ça c'est vrai, ça protège pas et ça évite qu'on se crache les uns sur les autres. Sur les gens qui sont objectivement malades, c'est une évidence qu'il faut mettre des masques chirurgicaux. Mais en fait, il faudrait vraiment en mettre à tout le monde. Simplement, si on en met à tout le monde, il faut avoir les moyens de le faire. Et donc, il faut que l'État décide qu'il le fait. Eh ben, merci beaucoup pour toutes ces explications. Et encore une fois, on rappelle que c'est aussi parce que vous êtes médecin urgentiste CGT que vous pouvez avoir une parole aussi libre et aussi claire sur depuis des semaines qu'on fait des lives ensemble et que vous pouvez avoir une parole vraie sur ce qui se passe aujourd'hui à l'hôpital. Donc, merci encore beaucoup pour votre témoignage et on reviendra vous voir rapidement. C'est quoi les prochains jours pour vous? Comment ça va se passer? Donc, aujourd'hui, repos, bien évidemment. Et la suite? Oui. Je repars à la prison de Beauvais. Voilà. Puisque je travaille aussi à la prison de Beauvais. Ensuite, je reviendrai ici dans une semaine environ, un peu plus, une dizaine de jours. Et je travaillerai aussi éventuellement plutôt début mai sur les circuits Covid. Voilà. D'accord, donc on vous retrouvera à l'hôpital d'ici peu? D'ici peu. Je suis à la prison là sur la semaine. Venir, donc, donc dans une dizaine de jours, je serai à l'hôpital samedi prochain. Voilà. D'accord. Eh ben, on se donne rendez-vous samedi prochain pour un nouveau live. Sûrement dimanche matin, parce que ce sera encore en sortie de garde, parce que pendant les gardes, c'est quand même très compliqué. Bon, très bien. On amène les croissants alors. Chiche. Merci en tout cas. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. Au revoir.